Aujourd'hui, nous allons parler de l'art. C'est quoi l'art? Comme d'habitude, nous allons procéder par un volet historique, un volet philosophique et politique, puisque tout est politique dans la vie, notamment l'art. Alors déjà, je vais commencer une petite introduction juste pour un peu définir ce qu'on entend par art. Alors, d'après le Larousse, il y a trois définitions. C'est la première, l'ensemble des procédés, des connaissances et des règles à un métier ou, par exemple, l'état de l'art d'un métier. Les règles de l'art, je ne sais pas moi, vous prenez un cordonnier, il maîtrise l'état de l'art, les règles de l'art de la cordonnerie. C'est un artisan. Donc là, on est dans l'art au niveau de plutôt l'artisanat, celui qui sait faire et qui maîtrise son art. Le tailleur de pierre, le peintre aussi, hein, qui maîtrise sa technique. Deuxième définition, toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, des méthodes observées, bien vivre, aimer, penser. Penser est un art, l'art de vivre à la française par exemple. Troisième définition, habilité, talent, don pour faire quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être aussi ironique comme l'art du compromis, hein, ce que fait par exemple notre président, hein, M. Macron. C'est un spécialiste de l'art du compromis, n'est-ce pas? Donc le génie, le pouvoir, le talent, pouvoir faire, etc. Alors, d'une manière générale, ensuite, c'est quelque chose qui doit manifester du goût, l'art, du beau, un sens esthétique. Mais, on y reviendra plus tard, ça c'est remis en question dans l'art moderne, entre guillemets. Donc, c'est la création d'objets, de mise en scène, de poésie, de texte, d'écriture, qui doit produire chez l'homme un changement d'état, d'accord? Quelque chose qui va faire appel à ses sentiments et notamment à ses émotions. Bien évidemment, l'art a évolué à travers le temps et on va essayer de voir ça dans le volet historique qu'on va aborder maintenant. Alors, je vous conseille pour cette émission d'éventuellement de regarder la vidéo, pas pour voir ma tête, mais pour, parce que c'est pas de l'art, mais pour regarder les images que je vais mettre, qui vont décrire ce que je dis. Alors, au niveau historique, l'art, les premiers signes d'art sont venus relativement tôt. On a des peintures rupestres à peu près partout sur la planète, mais avec des zones géographiques particulières comme l'Europe et notamment la France, l'Espagne, le nord de l'Espagne, l'Afrique du Sud, une partie de l'Asie, etc., où elles sont en grande quantité. Alors, je vais commencer par une œuvre, on va dire, plus ou moins architecturale, qui est la grotte de Bruniquel en France. Ça, c'est moins 170 000 ans. Donc, je vous mets la photo. C'est au fond d'une grotte, de plusieurs galeries. L'homme de Néandertal, on suppose, hein, même un pré-néandertalien, ont pris la peine d'arranger des stalactites ou stalagmites, je ne sais plus, hein, lequel est en haut et en bas, et qui ont fait une sorte de cercle, quelque chose a priori de rituel. Voilà, donc ça c'est quand même un signe d'art dans le sens où c'est l'homme qui modifie la nature, qui la réarrange. Donc c'est une volonté artistique, sans doute religieuse ou initiatique pour eux, mais on ne sait pas, hein, mais voilà, on peut supposer. Ensuite, nous avons là la première figurine quand même, c'est la grotte, ça c'est en Allemagne, la grotte de Vogelerd,
Et là, vous avez cette tête de lion. Je vous la mets aussi en image. Et ça, c'est moins 40 000 ans. Donc là, c'est plutôt Néandertal. Mais c'est un peu remis en question parce que certains disent que c'est plutôt du Cro-Magnon. Mais enfin, peu importe. Ensuite, nous avons en France la grotte de Chauvet, qui est pareil, des peintures rupestres magnifiques, mais vraiment magnifiques. C'est quelque chose. Alors, c'est au trait, c'est quelque chose de vraiment incroyable. C'est moins 37 000 ans. Moins 37 000 ans. Et il y avait un sens figuratif, un coup de crayon, un coup de trait, tout simplement bluffant. Ensuite, nous avons la Vénus de Bras-en-Pouilly. C'est une petite Vénus féminine. C'est moins 25 000 ans, taillée dans l'ivoire, pas très grand. Et c'est pareil, c'est magnifique. La grotte de Lascaux, que tout le monde connaît, moins 17 000 ans. Toujours en France, hein, tout ça. Ça, on rentre dans la période du Doggerland, c'est-à-dire c'est la civilisation des mégalithes. Et donc, les mégalithes, qui sont ces pierres dressées. Alors ça, c'est pareil, il y en a un peu partout sur la planète, mais avec une densité particulière dans l'ouest de l'Europe, jusqu'en Afrique du Nord. Et vous avez bien évidemment les alignements de Karnak, moins 4500 ans. C'est donc avant les pyramides d'Égypte. Hein. C'est des alignements assez incroyables en Bretagne. On a retrouvé une sorte de couteau en cristal dans une tombe mégalithe, Valentina, en Espagne, moins 2500 ans. Donc là, c'est la période d'arrivée des Indo-Européens. Et là, nous aurons, alors bien sûr, dans le reste du monde, vous avez l'Égypte, vous avez la Chine, l'Inde et l'Amérique, hein, qui a également des œuvres merveilleuses. Bon, je me concentre un peu sur l'Europe, mais parce que je connais mieux, mais bon, l'Égypte, les pyramides, bien évidemment. Alors, vous avez donc la civilisation celte, qui est une civilisation incroyablement riche au niveau artistique. Et vous avez en Mésopotamie, bien évidemment, l'invention de l'écriture, qui a sans doute débuté des proto-écritures ailleurs, en Europe notamment, en parallèle en Chine et en Égypte. Mais la première, vraiment, on va dire, écriture, c'est sans doute l'écriture de Mésopotamie, cunéenne. Et là, vous avez Gilgamesh, le premier grand récit artistique, on peut dire, mais religieux, hein, je mets la religion dans l'art, hein, puisque, bon, c'est discutable, mais c'est une sorte d'art. Hein. Et là, vous avez Gilgamesh, moins 2000 ans, donc c'est avant la Bible, hein, tout ça. Hein. Le déluge, toutes ces histoires-là viennent de Gilgamesh. Et là, on a retrouvé à peu près à cette même époque, peut-être un peu plus tard, mais c'est sans doute parce que Gilgamesh, c'est l'écriture qu'on a retrouvée, d'accord, sous une forme de tablette cunéiforme. Mais elle date d'avant. Avant, c'était transmis oralement. Et c'est ces légendes-là qui ont influencé, bien évidemment, le Levant, avec les manuscrits de la mer morte, les manuscrits de Qumran. C'est pareil, moins 2000 ans, c'est la proto-Bible hébraïque. On arrive bien évidemment ensuite à l'art de la Grèce, ou même à la même époque, hein, un peu plus tard, la Grèce antique. Donc là, bon, bah, c'est une avalanche d'art. Hein. Ça va aussi bien de l'Iliade au statuaire, enfin voilà. Rome, bien évidemment, qui prend la suite. Et les Romains ont le double, les Grecs aussi, bien évidemment, comme les Égyptiens, mais ils ont développé l'art du génie civil à son paroxysme, les Romains. Hein, ils ont créé des routes, bien évidemment, mais aussi des canalisations d'égouts, l'évacuation, l'eau courante, les toilettes publiques avec évacuation, l'eau chaude courante, le chauffage par eau chaude. Bon, voilà, ils étaient très, très, très forts. Et bien sûr, dans l'art également, les statuaires, etc. Et donc, on arrive ensuite doucement au Moyen-Âge, qui n'est pas une période sans art. On perd certaines techniques. Alors bien sûr, entre-temps, il y a également l'art de l'islam, qui est magnifique, hein, absolument superbe, qui a été influencé par les Grecs, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas l'inverse. Hein. Les Grecs et l'Inde, hein, bien évidemment. L'Inde a beaucoup influencé l'art musulman, avec les invasions des Mongols en Inde. Excusez-moi pour le bruit. Et on arrive au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge, c'est pas du tout une période morte, hein. C'est une période assez riche,
les écrits grecs n'ont jamais été perdus, ils ont été mis un peu sous verre, si vous voulez. Parce que l'art, justement, était extrêmement religieux, la chrétienté était forte, c'était une religion forte, et l'art était forcément religieux à cette époque-là. Mais on arrive ensuite à la Renaissance, et la Renaissance est une explosion artistique. On réouvre les livres grecs, hein, on se replonge dans la culture indo-européenne et on innove techniquement. Donc c'est l'art au niveau émotionnel, l'art qui développe, mais aussi l'état de l'art, hein, avec la perspective, l'architecture, etc., etc. Donc là, l'Europe est en avance puisque la Chine, elle s'est un peu stagnée, elle s'est enfermée, le Japon de même, l'Égypte, c'est fini. Les civilisations d'Amérique, elles sont finies, enfin plus ou moins finies, à cause d'une part des invasions portugaises, espagnoles, puis anglaises, françaises, mais également parce que c'est des civilisations qui se meurent. Vous avez bien évidemment au Moyen-Âge, à l'époque du Moyen-Âge, 12, 13e, 14e, Angkor, au Cambodge, la civilisation angkorienne, il y a eu la civilisation Cham un petit peu avant. Donc la civilisation angkorienne, c'est une énorme civilisation. Et bien évidemment, il y a la Chine qui est une énorme culture, une énorme civilisation et un énorme art. Mais le pays s'est renfermé, donc il a peu évolué. Tandis que l'Europe explose à la Renaissance, d'un point de vue artistique, technologique, intellectuel. C'est une explosion littérale au sens du terme. Et ensuite, nous arrivons à l'époque moderne. Et là, nous allons arriver à l'art dit moderne, de la déconstruction, avec je vais vous la mettre, il faut regarder ça. Donc, le bidet, la fontaine, pour être plus élégant, de Duchamp, hein, qui n'est autre qu'un bidet exposé, et il a signé dessus, je sais pas, il a écrit un truc dessus, et c'est devenu une pièce d'art. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous avez eu cette fameuse banane scotchée sur un mur qui s'est vendue, je crois, je ne sais plus combien. C'est pas tout, puisqu'il y a pire, ou pire, je ne sais pas si c'est pire, hein, chacun interprète l'art à sa façon, hein, quand c'est c'est plus du figuratif. Donc il y a un Italien, accrochez-vous bien, qui s'appelle Salvatore Garo, qui a réussi à vendre une œuvre d'art invisible, donc imaginaire, hein, pour 15 000 $, 15 000 €. Donc il a vendu de l'imaginaire à quelqu'un qui l'a acheté. Et je crois même, ça je ne sais pas si, voilà, ça c'est tout à fait exact, hein, je mettrai le lien, et il me semble qu'un autre artiste l'a plagié, l'a copié, l'a plagié en lui-même aussi revendant une œuvre d'art imaginaire. Et là, du coup, cet Italien était très très mécontent puisque c'est lui l'inventeur des arts imaginaires. Voilà, donc là, nous arrivons doucement dans la partie philosophique puisque là, ça touche à l'aspect tout de même philosophique, voire psychiatrique, de vendre des œuvres d'art imaginaires. Bon, pourquoi pas. Alors là, on arrive dans la philosophie et on peut se poser la question, c'est quoi l'art au sens philosophique? Parce que si une œuvre imaginaire, c'est-à-dire invisible, qui n'existe pas, peut-être qu'il l'a décrite, hein, je n'ai pas tout le détail, je n'ai pas lu tout l'article, hein, ça ne m'intéresse pas forcément, mais peut-être qu'il a décrit une œuvre et qu'il a vendu ça de manière imaginaire et la personne l'a acheté, peut-être qu'il a acheté le droit de reproduction, je ne sais pas exactement, mais bon. Toujours est-il que d'un point de vue philosophique, l'art, et là je vais m'appuyer aussi sur l'ouvrage d'Arnold Gehlen, L'Homme, hein, je vous mettrai des passages, des citations, mais l'art initialement c'est le totem, hein, d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire le totem c'est la représentation de ce que nous ne comprenons pas, d'accord? Donc c'est la religion, bien évidemment, c'est les forces de la nature, c'est le soleil qui se lève tous les jours, et donc on concentre ça dans le totem qui va rendre la tribu unie autour d'idoles, qui sont les forces, en général c'était les forces de la nature, et ça c'est le premier stade artistique. Peut-être que ce que les pré-néandertaliens ont fait dans la grotte de Bruniquel est quelque chose qui s'apparente à un totem, hein, à un rite totémique.
On ne sait pas, mais bon, on peut supposer. Voilà, donc ça c'est le totem initial. Bien évidemment, ensuite, la religion devient plus concrète, se concrétise par la langue, et la langue sacrée. Donc la langue sacrée, c'est le verbe, la religion. Donc là, fortement hébraïque, parce que c'est quelque chose qu'ils ont défini. Et on arrive sur la poésie, puisque la parole, c'est la poésie. Et la poésie, c'est une forme d'art, bien évidemment, avec, j'y reviendrai plus tard, avec ce que Platon en dit, qui est intéressant. Et voilà, donc là, on tombe dans l'art religieux qui nous a guidés pendant 1000 ans, 1500 ans quasiment, même plus, si on compte les Grecs et avant, parce que c'était quand même de l'art religieux. Jusqu'à arriver à la déconstruction des années 60-70, avec donc Duchamp qui stipule qu'un bidet est une œuvre d'art. Vous avez eu cette fameuse histoire aussi d'un âne qui a peint un tableau avec sa queue, qui a été vendu, alors je ne me souviens plus de l'artiste, mais voilà, ça a été vendu aux enchères assez cher. Voilà, donc là on arrive dans les dérives de l'art moderne jusqu'à aujourd'hui, où, j'y reviendrai après, mais je vais vous en parler un peu maintenant, où maintenant les ordinateurs, l'intelligence artificielle créent de l'art. D'accord ? Je vous mettrai des photos aussi, c'est assez bluffant. Mais là du coup c'est un art aussi bien un peu imaginaire, par itération d'erreurs, mais également technique. D'accord ? Et je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne après. Donc tout ça pour vous dire que, au sens philosophique, et là je reviens sur du concret et de la philosophie, en m'appuyant sur Arnold Gehlen, l'art est bien évidemment un besoin vital de représentation, de projection, de magie. Nous, humains, nous avons, pour le meilleur et le pire, une faculté d'imagination, et l'imagination, c'est la possibilité de se projeter dans le futur et dans le passé. Alors là, je vous lis un texte que j'ai écrit sur l'homme, que je mettrai en lien PDF. L'homme est un animal non spécialisé qui compense cet handicap par des pulsions extérieures et intérieures en interaction avec le monde. Pulsions qu'il déleste par sa discipline, au contraire des animaux qui apprennent par effet de choc d'intérêt vital et qui sont confinés dans l'immédiat, esclaves du temps présent et de leurs émotions. D'accord ? Prenez la peine de lire le PDF ou de lire L'homme de Gehlen, ce qui est un peu plus ardu, là je vous ai prémâché le truc. Anthropologiquement, l'homme a une station debout, originelle, coopération de l'œil et de la main. L'homme peut toucher n'importe quel endroit de son corps, et tout endroit d'ailleurs. Il est doué d'une grande plasticité, moyens idéaux moteurs, main, œil, parole collaborent à l'intelligence du mouvement, l'intelligence spatiale du mouvement, projet de mouvement, la finalité, créer le mouvement intelligent, l'apprentissage libérant de l'instant présent, créant la liberté de la volonté. Donc ça c'est important à comprendre. L'homme est un être culturel, mais aussi biologique bien évidemment, mais on est fortement culturel et moral, non spécialisé, inapte à son milieu naturel. Vous comprenez ? Ça c'est important parce que sinon nous serions restés des animaux. L'homme est un animal optico-tactique et vit une expérience du monde spatial et temporel, très important, dans un effet de processus circulaire de délestage. Le délestage, c'est l'évacuation par les arts notamment de nos angoisses, de nos peurs, de notre instinct, du temps présent. On se déleste. Les attitudes des animaux s'accomplissent, elles, au contraire, de nous, toujours dans une volonté concrète, une réponse immédiate. Seul l'homme est capable de volonté dans le temps. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier petit passage. Après, ça sera plus cool. L'homme est un être de volonté. Il projette en imagination son futur, intelligence des mouvements communicationnels. L'homme de la volonté trouve une satisfaction dans l'agir et non dans la qualité de satisfaction des situations qu'il a provoquées pour répondre à d'autres impulsions quelconques en lui. C'est-à-dire en fait l'homme se projette, l'homme interagit avec le monde intérieur et extérieur et pour se délester, il a créé l'art. L'art est un moyen pour nous
magique d'évacuer nos angoisses profondes par une représentation religieuse, avant tout l'art est religieux, le totem, du totem à la Renaissance, et maintenant dans la déconstruction, ça devient que des émotifs, et c'est plus structuré, d'accord? Donc une banane scotchée, un mur, un bidet peuvent devenir de l'art. Donc tant que ça active de l'émotionnel. Donc en réalité, ça sera ma transition à la politique. Mais avant, je ferai une petite parenthèse sur l'art informatique. Si vous voulez, nous tombons dans l'instant émotionnel, d'accord? Nous redevenons des animaux dans l'art moderne. Et après, je vous parlerai plus ça dans la politique. Donc ça sera ma transition pour la politique. Mais avant ça, je vous fais une petite parenthèse sur l'intelligence artificielle. Nous arrivons, désolé pour le bruit, nous arrivons avec l'intelligence artificielle à la capacité de créer des œuvres artistiques, des œuvres d'art, assez spectaculaires, d'accord? Alors, je ne vais pas vous décrire comment ça fonctionne, mais c'est par des modèles entraînés, etc., des bases de données de connaissances, des tableaux d'écrits, etc. Bon, toujours est-il que la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va créer une œuvre d'art par rapport à un texte que vous lui donnez, paysage, montagneux, au crépuscule, à château dans les ombres, etc. Vous lui rentrez un texte, vous lui donnez un texte, éventuellement un sketch, une image, un croquis que vous avez fait, et le moteur d'intelligence artificielle va vous sortir une interprétation et une nouvelle image, et qui est parfois assez bluffante en termes de réalisme, de qualité, et par itération d'erreurs, ou pas d'erreur, mais par itération, par hasard, on peut dire ça, en informatique le hasard existe, eh bien à chaque nouvelle demande, une nouvelle œuvre est créée, et vous pouvez la modifier, vous pouvez repartir sur cette œuvre pour améliorer et recréer une nouvelle œuvre encore, et il y a des choses assez fantastiques. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va nous distinguer des machines, c'est plus l'art au sens de l'état de l'art, du savoir-faire, vers quelqu'un qui sait bien dessiner, mais qui n'a pas d'imagination, ça l'ordinateur va le remplacer, mais très vite. D'accord? Et d'une manière générale, tous les métiers non imaginatifs vont être remplacés par les robots et l'intelligence artificielle. Ça, il faut le comprendre. Donc, que va-t-il rester pour l'instant? Ça sera notre puissance d'imagination. C'est-à-dire ce que décrit Galen, le fait que nous nous délestons et que nous arrivons à nous projeter dans le futur et à imaginer donc. Voilà. Et par nos sentiments, nos émotions, et nous allons pouvoir encore dominer la machine et l'intelligence artificielle par notre imagination, parce qu'il faut quand même rentrer un texte, il faut quand même décrire ce que vous voulez, et il faut quand même donner au programme informatique, à l'ordinateur, des entrées, pour que lui, ensuite, par itération, propose des œuvres, et ensuite ces œuvres, vous allez les reprendre, les remodifier, utiliser, en mélanger plusieurs, etc., et créer votre œuvre. Voilà. Mais par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez besoin d'un paysage, voilà, je vous mets par exemple un paysage d'Écosse, vous voyez, c'est photoréaliste, je vous regardez la photo que je mets, ça a été créé par une intelligence artificielle, j'ai rien fait, c'est pas une vraie photo, c'est pas un, voilà, et ça ressemble à quelque chose de tout à fait écossais, puisque j'ai donné en entrée Glencoe, etc., plusieurs pistes, et l'ordinateur a fait le reste. Bon voilà, je ferme cette parenthèse sur l'art informatique, et donc je reviens un petit peu pour faire le lien. La déconstruction, un bidet est une œuvre d'art, une banane est une œuvre d'art, et là je rentre dans la politique. Donc, est-ce que l'art est politique? Oui, l'art est politique, étant donné que la déconstruction l'a rendu politique, et même avant d'ailleurs il était religieux, donc il était forcément politique. L'art est une force, un outil politique, et plus il est déconstruit, plus il est émotionnel, plus il est puissant, d'accord? Donc là, on peut prendre les exemples du communisme, du fascisme, du national-socialisme, qui ont utilisé l'art dans l'émotion pure, d'accord? Avec, par exemple, les Allemands avec leur meeting, avec ce que Albert Speer faisait très bien et que Göring orchestrait, des jeux de lumière, enfin voilà. Et les gens étaient dans de l'émotionnel collectif, donc ce qu'il y a de, entre guillemets, de pire.
Et là, maintenant, je vais vous citer un peu Platon, parce que là, on est dans l'émotion. Hein, on devient animal. Vous vous souvenez, par rapport à tout à l'heure, ce qui nous distingue, nous, de l'animal, c'est que nous savons nous extirper, nous sortir de l'instantané, de l'émotion instantanée. Mais hélas, je pense qu'aujourd'hui, notre civilisation occidentale de l'Ouest y retourne. Hein. Nous retombons dans les travers de l'animalité. Nous redevenons des animaux sous le coup de l'émotion instantanée. On ne réfléchit plus. On est sous le coup de l'émotion instantanée et on réagit comme des animaux. Donc il faut se méfier de la poésie, parce que ça c'est de la poésie pure. La poésie, c'est, on va dire, l'émotion à l'état pur. Et Platon avait bien raison dans son discours sur la République de dire qu'il faut pas évacuer les poètes de la cité, mais s'en méfier et les contrôler. Donc là je vais vous lire un petit texte, je vous mettrai le lien, il n'est pas de moi. D'accord, c'est un travail de quelqu'un, je mettrai son lien internet. On dit et répète que dans la République, Platon a chassé les poètes de la cité. L'affirmation n'est pas fausse, à condition d'ajouter plusieurs réserves et précisions qui, si on les prend au sérieux, donnent une image très différente de l'aptitude de Platon envers la poésie. La cité a besoin de poètes. Une partie essentielle... Pardon. Alors, excuse-moi, la cité a besoin de poètes. Une partie essentielle de l'éducation des gardiens repose sur la musique, la poésie, les arts donc, et c'est bien pourquoi Platon s'attarde longuement sur les règles à respecter en la matière. Donc il y a des règles, donc tout n'est pas déconstruit, hein, ça c'est moi qui le rajoute. Cette poésie soumise à la censure n'est pourtant pas la seule admise vis-à-vis de la poésie existante. Homère, les tragiques. Le philosophe adopte une position nuancée. Elle a beaucoup de charme, si elle a beaucoup de défauts, il n'est pour autant pas impossible de l'accueillir dans la cité pour peu que les citoyens soient munis de l'antidote fourni par l'éducation, c'est-à-dire l'instruction. Et donc c'est tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est à cette dernière qu'on doit apporter tous les soins, à celle des gardiens, mais aussi à celle des citoyens ordinaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se laisser déborder par l'émotion. Et là, je fais une transition dans la politique actuelle, dans la géopolitique avec la guerre en Ukraine. Dans la guerre en Ukraine, nous sommes dans l'émotion pure, notamment occidentale, parce que les Russes sont beaucoup moins dans l'émotion. Je parle au niveau politique, hein, je ne parle pas de l'individu lambda qui lui est souvent dans l'émotion, mais je parle de nos élites. Les élites se doivent de ne pas tomber dans l'émotion, mais c'est tout le contraire. Souvenez-vous de Bruno Le Maire, on va faire plier la Russie, etc. C'est des actes d'agressivité extrême, je veux dire, ces discours-là. Donc la guerre en Ukraine, c'est de la démonstration. Notre société occidentale est devenue une société de l'instant émotionnel. Le raisonnement, la raison a quitté le débat politique. Enfin, je veux dire, Macron est dans l'émotion. On va donc demander aux Français d'aller dans la souffrance. C'est au-delà de la résiliation ce qu'on va demander. C'est-à-dire, en fait, ne prenez plus de douche, vous n'allez pas vous chauffer, vous allez avoir froid, l'inflation est galopante, risque de guerre nucléaire, etc. Tout ça, pourquoi? Pourquoi? Pour des raisons émotionnelles. Il n'y a aucun raisonnement, il n'y a aucune philosophie là-dedans. On est dans de la poésie à l'état pur. C'est que Poutine et Hitler, c'est un méchant, et nous sommes la démocratie, et donc il faut lutter jusqu'à la mort. Alors la mort, pas des élites, hein. Eux, ils auront des solutions, ne vous inquiétez pas. Non, la mort du peuple, de nous. Nous, on peut mourir pour leurs idées. Et c'est même pas des idées, pour leurs émotions, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face, ils ne veulent pas s'avouer intellectuellement dépassés. Au lieu de raisonner et de couper l'Ukraine de la partie russe et de la partie occidentale, et d'en faire deux pays, ce qu'elle aurait dû naturellement être, dans une logique. Non, on va à l'extrême, dans l'émotion, la surenchère, voilà. Donc ça, on est dans l'instant immédiat, on ne voit pas le futur, et l'instant immédiat, c'est quoi? C'est il faut absolument gagner par tous les moyens, puisque forcément, nous avons raison, donc Macron forcément a raison, puisque comment peut-il se tromper, vu que c'est le monde libre occidental?
Voilà, donc on est dans des dogmes, on est dans l'émotion, on est dans la poésie émotionnelle de ce qu'il y a de plus extrême. C'est-à-dire en fait, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus d'intellect, il n'y a plus de raisonnement. Vous voyez, ça c'est l'extrême opposé, c'est l'art dans ce qu'il y a de pire, c'est la propagande. Vous voyez. Vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai parlé des énormes meetings du Parti national-socialiste de Hitler. C'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui. Sauf que ça marche moins bien puisque les gens sont quand même du coup plus éduqués qu'en 1900, dans les années 30. Et il y a surtout des moyens de communication différents. On peut aller chercher l'information, on peut s'informer et avoir du contre-pouvoir. Hein. Donc l'art est quelque chose de magnifique, de quelque chose dont nous avons fondamentalement besoin pour nous délester, mais il ne faut pas tomber dans le dogme artistique. Il ne faut pas tomber dans le dogme et dans la poésie dogmatique, c'est-à-dire dans l'émotion, dans l'émotionnel. Il faut garder un raisonnement. Il ne faut pas oublier ce que Platon nous a légué comme instruction. Maintenant, je vais dans la conclusion. Donc, l'art est une nécessité pour l'homme. Nous avons besoin d'art, mais l'art doit tout de même respecter certaines règles. Les règles de la bonne raison. L'art doit aller vers le beau, vers le bien et non vers le mal. Donc, l'art doit être en cela surveillé parce que c'est un outil extrêmement puissant. Alors, on peut manipuler des gens avec l'art. L'art est quelque chose qu'il faut prendre avec précaution. D'accord ? Il ne faut pas tomber dans l'émotion. Notamment aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux qui sont une force à double tranchant. Vous avez la faculté de prendre le temps justement de vous renseigner, de faire de l'information, d'aller étudier. Mais c'est également l'inverse, c'est également l'instantanéité, l'instant immédiat. Sans raisonnement, l'image. Donc ça c'est l'art le plus puissant, l'image qui arrive, la cheminée qui est un missile. Hein, voilà, ça c'est France 2 dans toute sa beauté, mais je pense que ça a été volontairement fait, je ne pense pas qu'ils ont confondu. Ils nous ont pris pour des idiots. Quand ils avaient besoin d'une image choc, ils avaient besoin de montrer que les Russes bombardaient eux-mêmes la centrale nucléaire avec leurs missiles, donc voilà. Tout ça, c'est de l'instantané, c'est de l'émotion, c'est de la manipulation. L'art doit être pris avec précaution. D'accord ? Si ce n'est pas de l'art figuratif, mais si c'est de l'art un peu émotionnel, comme il l'est de plus en plus, il faut s'en méfier. D'accord ? Notamment maintenant, en plus avec l'intelligence artificielle et les œuvres d'art qu'on arrive à faire aujourd'hui qui sont bluffantes, il va falloir encore plus se méfier. Alors, les moteurs d'intelligence artificielle surveillent les mots-clés, etc. Donc, on ne peut pas faire de politique, on ne peut pas faire de choses négatives. Mais bon, si vous êtes programmeur, vous pouvez télécharger les codes, les sources, les modèles entraînés, etc. et le faire chez vous. D'accord ? Donc, il va falloir faire attention. Il y a aussi le deepfake, vous savez, on peut changer le visage, faire parler les gens, etc. etc. Et vous avez un rendu hyper réaliste. Hein, d'accord ? Donc, ça, l'art va être encore plus dangereux à ce niveau-là. Il va falloir s'en méfier. Et ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas dans l'émotionnel, ne tombez pas dans l'animal. Ce qui nous distingue profondément des animaux, c'est le délestage et notre faculté à sortir de l'instant présent et à prendre du recul. Même pour l'art, il faut prendre du recul. D'accord ? Une banane accrochée à un mur, ça peut interpeller, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Si quelqu'un veut l'acheter 10 000 $, libre à lui, mais prenez le recul suffisant pour savoir ce que c'est. Ok, ça interpelle, ça fait parler, bon super, c'est génial, mais etc. Mais bon, voilà, donc ne tombez pas dans l'émotionnel, c'est pas parce que tout le monde vous dit que c'est de l'art, que c'est super, que c'est magnifique, que c'est... qu'il faut adhérer, d'accord ? Ayez votre propre jugement. L'art apporte les deux. L'art au sens large, dans lequel je peux même quasiment émettre la philosophie, même si ce n'est pas de l'art, mais on va dire l'art d'une manière large, c'est-à-dire l'état de l'art, les outils
que l'art donne pour aller au-delà de notre petite réflexion, pour progresser dans la recherche intellectuelle ou religieuse. Tout ça, c'est très bien, mais il faut toujours garder suffisamment de recul et de bon sens pour faire la part des choses, d'accord ? Dans la manipulation émotionnelle. L'art est avant tout un outil émotionnel, donc il faut faire très attention. Très attention. Hitler a pris en grande partie le pouvoir en Allemagne dans les années 30 avec de l'art. De l'art, de propagande, d'affiches, de films, d'informations, de meetings, etc. Donc il faut faire extrêmement attention. Ou les communistes aussi, hein, les régimes bolcheviques, ils étaient très puissants dans le marketing. Et les plus, je vais terminer là-dessus, les plus puissants dans l'art de manipuler restent les Anglais, qui sont les rois de la guérilla, si vous voulez, ou de la contre-guérilla. C'est les spécialistes de l'art de la manipulation. Ceux qui ont manipulé tout ce qui se passe en Ukraine avec leurs cousins américains. Les services secrets anglais, les MI5, MI6 et la CIA aujourd'hui sont des spécialistes de la manipulation, d'accord ? Des spécialistes de la manipulation, ils maîtrisent l'art de manipuler et ils maîtrisent toutes les ficelles de l'art émotionnel dans l'image, dans les textes, dans les représentations pour vous manipuler. Ils nous manipulent tous les jours et il faut prendre le recul et avoir conscience de ça et avoir la force de le comprendre. Les Français et l'art français et la culture française et d'une manière générale, les BRICS derrière, se doivent de contrebalancer la puissance impériale anglo-saxonne, qui sont très forts dans la manipulation. Vous savez, Hitler était impressionné par Hollywood, par la propagande de la machine de propagande hollywoodienne. Il était extrêmement impressionné, admiratif même, d'accord ? Donc voilà, il faut faire extrêmement attention. L'art, lorsqu'il est politisé, trop politisé, manipulé à des fins politiques, à des fins de manipulation, de contrôle, est extrêmement dangereux. L'art aurait dû rester religieux et tendre vers le beau, vers l'excellence, vers la beauté, vers le bien, mais l'inverse existe également. Donc attention, faites attention, prenez vos distances et restez philosophe face à la poésie. Il ne faut pas, comme le dit Platon, enlever le poète de la cité. Nous avons besoin de poésie, nous avons besoin d'émotions, nous avons besoin de nous délester, mais il ne faut pas que cela tombe dans de la propagande. Netflix, par exemple, est un outil de propagande américain, anglais, extrêmement puissant. Hein, dans chaque feuilleton Netflix, il y a du wokisme. Hein, on nous glisse des idées, on nous glisse de la déconstruction. Et à force, notamment chez les jeunes, s'ils n'ont pas de contre-pouvoir, désolé, s'ils n'ont pas de contre-pouvoir, de contre-art à cet art wokisme, à cette manipulation, à cette idéologie, eh bien, ils vont tomber dedans et ils vont se faire manipuler. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.